Il a eu un moment de faiblesse et je l'ai rattrapé et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, ouais. Ça m'a fait très mal au dos. J'avais déjà les chevilles en compote. Je m'étais pas aidé ce premier jour en marchant, là je les sentais encore. Là pareil, la cheville en compote, les poignets aussi ils ont pris. C'était très intense. Ambitus est un podcast produit par L'Éveil. L'Éveil est une association œuvrant dans la réinsertion socio-professionnelle et le rétablissement du lien social dans le canton de Vaud, en Suisse. Depuis 30 ans, L'Éveil propose toutes sortes d'ateliers et de mesures pour stimuler la créativité, le renforcement de la connaissance et de la confiance en soi auprès de personnes fragilisées et marginalisées. Derrière les chiffres et les statistiques, des personnes, des humains dans toute leur multiplicité et diversité, avec des parcours aussi uniques que banals, autant miraculeux qu'ordinaires. Cette série de podcasts est un moyen de vous faire écouter ces récits de vie souvent silencés, des vécus internalisés mais qui aujourd'hui vous sont partagés. L'ambitus représente en musique l'étendue d'un instrument ou d'une voix, de sa note la plus grave à la plus aiguë. Finalement, chaque être humain possède une tessiture de voix que l'on peut étendre métaphoriquement à sa vie, une mélodie composée de hautes notes et de basses notes. Ambitus a pour vocation de laisser ces mélodies complexes vibrer avec profondeur et émotion au gré des personnes concernées. Pour plus d'informations sur les activités et l'histoire de l'éveil, son directeur Oran Mackenzie vous explique tout dans l'épisode 0, le premier de la liste. Dans cet épisode, le témoignage de Fabrizio, qui nous raconte comment il vit dans un corps dysfonctionnel. Merci à lui pour son courage et bonne écoute. Attention, ce témoignage aborde des sujets qui peuvent heurter certaines sensibilités, telles que la dépression, les douleurs physiques ou les blessures. Je suis Fabrizio. Je suis le 4e enfant de ma mère. Ma mère qui est d'origine italienne. Elle est arrivée quand elle avait 16 ans en Suisse. Vraiment la grande vague d'immigration italienne. Et elle a fait sa vie en Suisse. Elle a commencé à travailler dans les usines. Après, elle a fait du secrétariat dans ces mêmes usines. Et autour de ses 20 ans, elle s'est mariée avec un Suisse. A eu 3 enfants. Mariage un peu houleux. Divorce, et 20 ans plus tard, ma mère rencontre mon père. Ma mère a 47 ans, elle en paraît 30. Mon père en a 27, il en paraît 30. Donc ils se sont retrouvés comme ça, à se marier, et finalement, ma mère étant âgée, elle avait 47 ans à l'époque, grossesse un peu miracle, j'arrive. Donc je suis né comme ça dans cette famille avec 2 parents et finalement 3 grands frères et sœurs avec qui j'ai 20 ans d'écart. Donc je suis dans une fratrie mais un peu enfant unique. Cette vie à Lausanne, elle était assez tumultueuse. Du coup j'ai grandi essentiellement avec ma mère, étant donné que mon père était quelqu'un de très violent, addict au jeu. Ça a ponctué mon enfance, ma petite enfance, de souvenirs assez traumatisants. Vraiment des scènes de violence qu'aucun enfant ne devrait voir. Ou même entendre parler, j'imagine. Ce qui m'a pas mal forgé, quand j'ai eu 14 ans, que j'étais assez fort, on va dire, j'ai mis mon père à la porte. C'était quelqu'un d'absent dans la famille. Il y avait des périodes où il partait plusieurs mois, voire années, il revenait, etc. Puis ce va-et-vient, ça m'a fatigué. Et quand j'ai eu la force, l'âge je lui ai dit que le moulin s'était terminé. Quand j'étais petit, j'étais surtout un enfant curieux. Vraiment, tout m'intéressait. Je pouvais passer des heures à creuser des trous à la plage pour trouver des coquillages, etc. Mais on m'appelait tout le temps la flemme. Vraiment, j'étais le garçon fatigué de la famille. La première phrase que j'ai apprise en italien, c'est sono stanco. Je suis fatigué. Vraiment la phrase pour dire Nonna, vas-y, mets-moi à la sieste, là, j'en peux plus. La santé, c'était déjà un sujet à l'époque. J'avais pas mal d'allergies, notamment.
Ma grande angoisse, c'était l'été. Tout le monde se réjouissait de sortir, aller faire un foot et tout. Ah, moi, je pouvais pas. J'avais des plaques rouges, j'éternuais. Vraiment, c'était le pire des moments, l'été, le printemps. Du coup, je passais beaucoup de temps chez moi. Ma ressource principale, c'était le jeu vidéo. Vraiment, j'ai encore ma bibliothèque aujourd'hui avec de son jeu, etc. dont je suis très fier, que ma femme a exposé, etc. Donc, ouais, ça a vraiment accompagné mon enfance. Les jeux vidéo et puis ouais, les allergies aussi, ça a beaucoup accompagné mon enfance. Je me souviens quand j'étais en primaire à la Croix-d'Auchy, récré normal, tout le monde joue au foot. Moi, je me dis super, je vais manger une pomme. Moi, je kiffais bien. Jusqu'au jour où j'en mange une. Puis je suis vraiment, ça gratte. Je suis là. Je fais une allergie. C'est vraiment, je connais, depuis tout petit, je fais des allergies. Je fais, ok, ça c'est une allergie, mais marrant, j'avais jamais fait dans la gorge. Je vais voir l'infirmière scolaire. Je lui explique. Et puis je la vois devenir toute blanche. Et en fait, du coup, elle appelle une ambulance. C'était une grosse crise allergique, un choc anaphylactique, etc. Du coup, ambulance, partie à l'hôpital de l'enfance pour avoir les injections d'antihistaminiques et puis surveiller tout ça. Voilà, donc déjà petit, quelques embrouilles de santé de ci, de là, mais ça m'a jamais tué, quoi. Le cycle d'orientation à l'époque, là où se décidait si on allait en VSO, VSG, VSB, là, mes notes, elles s'effondrent et parce que je suis fatigué. Mais une fatigue comme j'en ai jamais connue. Vraiment, je m'endormais en classe, je m'endormais pendant les tests. Je partais plus de chez moi parce que ma mère, qui m'élevait donc seule à l'époque, elle allait travailler, donc elle pouvait pas non plus me foutre dehors tous les matins. Ouais, fatigue extrême, j'arrivais pas à me lever le matin, je m'endormais partout, à l'école, etc. Puis du coup, j'y allais simplement plus. Et ça a causé des soucis à ma mère. Déjà parce qu'elle était soucieuse de mon éducation, d'une part, mais aussi parce que ma prof de l'époque a commencé à lui mettre la pression. Comme quoi, autant d'absentéisme non justifié, c'était pas possible, on était à la limite du recours légal, etc. Du coup, ma mère, au bout d'un moment, elle doit prendre des mesures, mais elle doit aussi continuer à travailler. Donc, un matin, elle essaye de me réveiller, je suis un zombie. Elle me met mon sac à dos, elle me dit, c'est bon, là tu vas à l'école. Elle me pose devant la maison, elle part au travail, donc elle ferme et tout. Je dis, ok. Je fais 30 mètres sur le chemin de l'école, je me dis, ça va pas être possible. Ça va vraiment pas être possible. Et du coup, au lieu de descendre sur la Croix-d'Auchy, aller faire mes cours, je suis remonté vers la gare, j'ai pris le train, je suis allé jusqu'à Vevey, jusque chez mon frère, qui habitait Vevey à l'époque, et je toque à sa porte. Lui, bien sûr, il travaille, et par contre, il y avait sa copine à la maison. Et la seule chose que je lui dis, c'est, excuse-moi, est-ce que je peux emprunter votre lit ? Je suis épuisé. Et elle a, oui, un peu désarçonné, d'accord, vas-y. Je me plante dans le lit et là je dors, mais 8 heures d'affilée, mais la sieste de ma vie, c'était parfait. Après, bien sûr, les choses sont un peu compliquées, j'ai le droit au conseil de famille, où tous mes frères et sœurs se sont réunis pour me dire que c'était pas possible de se comporter comme ça, c'était un peu de la fugue et tout. Petit contrat social, pour pas que je refasse ça, que je prenne aussi conscience que c'était des ressources. Et puis aussi mon premier téléphone portable, comme ça. Au cas où une fois je me rebarre pour aller dormir je sais pas où, au moins je les appelle. Et au moins je suis joignable. Ma pédiatre de l'époque me fait quand même une prise de sang, hein, et voit qu'il y a 2-3 anticorps de mononucléose. Donc ils sont là, ok, alors votre fatigue de 6 mois, là, cette fatigue extrême, c'était la mononucléose sûrement. Du coup, elle m'a fait un petit certificat pour que les profs prennent ça en compte dans leur orientation quand même. Parce que j'avais des très bonnes notes, et puis là, je partais en VSB, puis là, je partais en VSO. Ok, mononucléose, c'est cool, au moins ça se guérit tout seul, ça passe. Et
Et du coup, je continue ma petite vie tranquille de ma petite vie scolaire. Et un jour, c'est la révélation. Je parlais de jeux vidéo avant, c'est le jeu vidéo Assassin's Creed. Comme son nom l'indique, c'est un jeu où on fait des assassinats, mais pas que. La grande force de ce jeu, quand il est sorti, c'est qu'on pouvait grimper partout. Vraiment. On pouvait grimper sur n'importe quel immeuble à partir du moment où il y avait des prises. On pouvait sauter d'un toit à l'autre. C'était vraiment, on découvrait, moi je découvrais en tout cas, que on pouvait se déplacer dans une ville autrement que sur des trottoirs et des passages piétons. Et ça m'a fasciné. Là, j'étais dans une phase, du coup, où je reprenais de l'énergie, j'étais moins fatigué. Et j'étais là, mais on va kiffer. Les jeux vidéo, c'est bien, mais la vraie vie, c'est aussi bien. Donc, avec un ami, on a commencé à faire du parcours. Donc, le parcours, c'était un peu la mode de l'époque. C'est un sport qui a été inventé par un Français, David Bell, qui consiste à surmonter des obstacles, à grimper, voilà, en fait, comme dans Assassin's Creed, grimper des murs, aller d'un point A à un point B le plus vite possible, malgré les obstacles. Et donc, avec ce pote, on faisait du parcours tous les jours, mais tous les jours, pendant des années. On sortait au moins 2 heures par jour, 2-3 heures par jour, puis on faisait que ça, on parlait que de ça. On s'entraînait à faire des sauts périlleux. On apprenait nos acrobaties juste derrière le gymnase d'Auguste Picard, là où il y a des stands des cours de tennis. Il y a aussi un truc de saut en longueur, une piste de saut en longueur. Et du coup, on s'entraînait là, on se fracassait dans le sable, on a bien mangé du sable comme ça, mais on apprenait nos périlleux, on était contents. Puis après, on allait les faire dans la rue, etc. On s'est souvent fait gronder par des personnes qui n'aimaient pas qu'on passe dans leurs cours, mais on s'en fichait en fait. Parce que il y avait ce côté de liberté qui faisait tellement du bien. Voilà, on a le regard qui change, on passe dans une rue, on se dit là, là je pourrais grimper. On est là genre, il faut que j'aille attraper mon train. Bah en fait, je vais grimper la façade de la gare, là où il y a où il y a le parking. Comme ça, j'arriverai plus vite. Que des choses comme ça. Et puis j'aimais surtout, en fait, ce que j'aimais, c'était la difficulté. Dans le sens où tu vois un saut où tu cours 10 mètres, tu sautes sur un muret pour ensuite ressauter, attraper un mur. Puis tu le fais la première fois et tu t'éclates contre le mur parce qu'il te manque 20 cm. Et t'as, ok. Alors tu t'entraînes tous les jours, puis 20 cm deviennent 18, deviennent 15, deviennent 10. Et au final, tu y arrives. Et c'est tellement satisfaisant, t'es là genre, yes, je l'ai fait. J'ai réussi à pousser mon corps à faire quelque chose dont il n'était pas capable jusque-là. Voilà, c'est un sport qui est considéré comme extrême. Preuve en est, les blessures. J'arrêtais pas de me faire mal. C'était souvent des tendinites ou des chevilles foulées, etc. Et généralement, on attendait 1 semaine, 2 semaines que ça passe, tac, et puis on repartait. Chaque fois, les blessures guérissaient assez vite. J'en ai quand même fait 2 belles. Il y a une fois où je m'étais cassé la clavicule en essayant de faire un truc à la patinoire, aussi en mode parcours, mais ça n'a pas passé. Et puis l'autre, c'était... Là, par contre, ça m'a fait bizarre. C'était, je me suis déchiré un abdo en faisant le drapeau. Le drapeau, donc, ça consiste à attraper un poteau, une main en bas, une main au-dessus, et puis de tracter son corps à l'horizontale, comme si on était soi-même un drapeau. Et c'était un exercice qu'on faisait souvent avec mon pote, et puis j'étais plutôt bon là-dedans. Puis un jour, je me suis rendu compte que j'étais vite essoufflé, j'avais vite un point, quoi. Puis je marchais, je courais, j'avais un point, je me fais, je cours plus. Après, je me suis rendu compte qu'en marchant, j'avais un point, je fais, là, c'est quand même bizarre. Là, t'as perdu en condition physique très vite, quand même. Et du coup, ça passait pas. Et de nouveau passage à l'hôpital de l'enfance. Et puis là, on m'apprend que déchirure abdominale. On m'explique que ça va plus être possible de faire du sport pendant tant de temps. Parce que c'est pas un truc que tu peux bander, tu peux pas plâtrer. Tu dois vraiment rester calme, quoi. Et je me rappellerai toujours quand elle m'a annoncé ça, je regardais dehors par la fenêtre, j'ai vu le soleil, puis j'étais là genre, ça va me manquer quand même, la petite larme qui a coulé en mode, ok, je vais plus pouvoir faire de sport pendant un moment. C'était, ça m'a touché. Du coup, j'ai appris, j'ai compris comme ça qu'un corps c'était pas indestructible, qu'il fallait peut-être un peu lever le pied.
En même temps, j'ai rencontré ma première copine de l'époque, donc je me suis j'ai un peu calmé le sport, arrêté de sortir tous les jours, etc. On se voyait de temps en temps avec mon pote d'enfance pour aller faire 2-3 figures, aller faire un peu de parcours comme ça, mais à chaque fois je me viandais, à chaque fois j'avais mal au genou, un truc comme ça. Puis ça me plaisait plus de me faire mal tout le temps. Et surtout, en fait, j'ai commencé le gymnase. Et le gymnase, c'était dur. C'était très dur d'être là tous les jours. Vraiment, ce gymnase, je mens pas en disant que j'ai battu le record d'absence en ayant réussi mon diplôme. Ouais, j'ai aussi été rattrapé par ma santé pendant le gymnase, où sur la dernière année, justement, je commençais à avoir mal à la hanche. Je me suis dit, ça y est, j'ai encore fait un mauvais saut, je me suis fait mal, faut vraiment que j'arrête ces conneries, etc. Donc, je me pose, je loupe une semaine de gymnase à peu près, le temps de me requinquer. C'est bon, ma hanche, elle me fait plus mal, j'y vais. Puis au bout d'une semaine de cours, elle me refait mal. Je dis, ok, bon. Et en fait, cette douleur, elle a continué à croître et croître et croître tout le long de l'année. Je suis allé voir tous les spécialistes possibles, je suis allé faire des radios, je suis allé faire des IRM, etc. Et on trouvait rien. Au point que j'ai commencé à me demander si c'était pas dans ma tête. Vraiment, mais j'avais cette douleur qui commençait à devenir insoutenable. Donc au début, c'était un léger mal de hanche, après c'était des difficultés à être assis, c'était des difficultés à être assis et debout. Ensuite, c'était ne plus arriver à dormir. Et ça, c'était... Wow. Plus dormir parce que t'as mal, que t'es là à 2h du matin, les yeux rivés au plafond, en train de t'imaginer t'arracher la hanche à coups de cuillère parce que vraiment, t'as trop mal. Heureusement, j'avais un médecin à l'époque qui était plutôt du genre détective et qui voulait vraiment comprendre ce qui se passait. Il m'a prescrit une arthro-IRM, qui est comme une IRM, mais en fait, on injecte un produit de contraste dans l'articulation pour voir exactement ce qui se passe, puis avoir une meilleure image. Donc, je me rends dans la clinique où ils font cette arthro-IRM, et je m'allonge sur la table, je me mets en tenue, hein, donc il faut être... c'est la petite blouse d'hôpital, pas de caleçon, rien, machin. Je m'allonge sur la table pour qu'ils me fassent l'injection, ils enfoncent l'aiguille un peu, ça va. Et là, tout à coup, ils tapent sur quelque chose. Et ça a été la douleur la plus intense de ma vie. Vraiment. J'ai jamais ressenti ça. C'était comme si on me tuait, en fait. Vraiment. Mais depuis la hanche. Et ils n'avaient pas fini l'injection. Du coup, j'ai souvenir de deux grands et forts infirmiers qui me tenaient, vraiment. Genre qui me tenaient comme un fou dans les films. Qui me tenaient à la table pour qu'ils puissent finir l'injection. Et ils se sont quand même dit que c'était bizarre que ça fasse autant mal. Et l'image a montré après en fait que c'était un ostéome ostéoïde. Donc c'est une tumeur bénigne osseuse qui était sur mon grand trochanter, donc vraiment l'intérieur de la hanche, quoi. Et en fait la douleur, c'était qu'en piquant, ils avaient tapé dedans. C'était vraiment une introduction à la torture, je pense. Et je finis cet examen, et là, il faut se rhabiller. Et vraiment, ça a été la claque quand je me suis rendu compte que j'arrivais pas à mettre mes chaussettes. Donc t'es là, avec ta fierté de jeune homme et tout, t'essaies 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis au bout de 10 minutes, tu ravales ta fierté, puis t'appelles l'infirmière. Puis tu lui dis, excusez-moi, mais j'arrive pas à mettre mes chaussettes. Et du coup, ils m'ont aidé à me rhabiller. J'étais ok. J'habitais pas trop loin, mais j'avais tellement mal. Ils m'ont passé une paire de béquilles à l'occasion. Là, c'était la première fois que j'avais des béquilles. Et j'avais tellement mal, je me suis dit, je vais quand même prendre un taxi. Puis pour ceux qui voient la Croix-d'Ouchy, juste devant l'église, il y a une petite station de taxi. Puis j'y vais comme ça avec mes cannes. Je marche comme ça, puis c'était déjà une épreuve. J'arrive au taxi, puis je dis excusez-moi, c'est possible d'avoir une course? Puis le gars, il était un peu en pause comme ça, il me regarde, il me fait ok, c'est pour aller où? Je lui explique que je vais littéralement 3 rues plus loin. Il me dit non.
Et du coup, j'étais ok, ça va se passer comme ça, faut te débrouiller. Et ouais, il y a eu tout ce chemin de retour à la maison avec cette douleur qui était assez intense. Inutile de dire que je suis pas allé au gymnase le jour d'après. Hein. Le médecin m'explique quelque chose, il me dit « Vous avez de la chance. Il y a 5 ans, on vous aurait mis une prothèse totale de hanche. » Donc vraiment, ils sectionnent un bout de la hanche, ils mettent une prothèse, et puis à savoir que ces prothèses, normalement, elles se changent toutes les 20-30 ans. Tu peux les changer 2 fois au maximum, donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, j'avais juste plus de jambes, quoi. Il me dit, alors, il y a 5 ans, c'était comme ça. Aujourd'hui, on a une technique magnifique où on peut brûler par radiofréquence. Donc, ils font une incision, ils plantent une aiguille, ils vont jusqu'à la tumeur, mais cette fois sous anesthésie. Ils la crament par radiofréquence, ils se retirent et c'est tout bon. Après, il faut juste attendre que ça cicatrise. Je fais, ah, mais c'est super! Surtout que j'étais dans une phase où vraiment j'avais mal. Je fais, ah, mais c'est super, on peut faire ça demain, s'il vous plaît. Et le gars, il me regarde, il me fait vous avez une assurance complémentaire? Je dis non. Il me fait bah, on se revoit dans 3 mois. Et là, c'était une grosse claque aussi. Je me suis rendu compte un peu de ce concept de médecine à 2 vitesses en Suisse. C'est que, étant donné que c'était une clinique, ils ont un nombre de lits pour les opérations publiques, mais sinon, le reste, c'est sur liste d'attente. Et du coup, vu que j'avais pas de complémentaire, j'ai dû attendre 3 mois. Et comme je le disais au tout début, c'était des douleurs qui augmentaient avec le temps. Surtout avec la petite piqûre qui sont allés faire dedans. Et du coup, c'était vraiment 3 mois où j'avais tellement mal que je dormais plus. D'ailleurs, c'est toute une phase de ma vie dont je me rappelle pas. Parce que quand tu dors pas, tu fixes pas la mémoire. Et du coup, j'ai quand même, je pense que c'est plutôt une bonne chose, mais j'ai pas trop de souvenirs de cette période-là. Et du coup, au bout de 3 mois, ils me font cette intervention. Je mets quelques semaines à m'en remettre. Et après, ça va mieux. Ça va tellement mieux. Je revis. Alors, je peux plus faire de parcours, ça c'est sûr. Parce que ça reste très douloureux comme zone. Et puis j'étais plus du tout dans l'humeur de me reblesser. Mais vraiment, je revis. Je peux remarcher. Je commence à faire des randonnées et tout. C'était génial. Et en plus, je réussis mon diplôme au gymnase. Avec mes 384 absences rien que sur la dernière année. Mais c'est un nouveau chapitre de ma vie qui s'ouvre. On ne sait pas trop quoi faire de sa vie. C'est là où il faut vraiment choisir un métier. Moi, j'hésitais entre 2 métiers. C'était horloger. Toujours été fasciné par les mécanismes, tout ce qui était complexe. Et policier. Parce que j'avais vraiment ce désir de travailler pour ma ville et puis d'aider mon prochain. Ça vient aussi peut-être de mon parcours où j'avais cette volonté vraiment d'être là pour les personnes qui sont en difficulté. Et je trouve un peu un entre-deux, infirmier. Infirmier, rien à voir avec l'horloger. La technique du corps, tous les systèmes dans le corps humain, comment ils fonctionnent, entre eux, etc. Ça m'a toujours passionné. Et puis j'étais genre, ça c'est trop bien. Et franchement, j'ai pas besoin d'expliquer la partie aider son prochain. Donc là, je me lance dans un diplôme d'infirmier à la source. C'était vraiment des années où j'étais très heureux parce que je savais ce que j'allais faire de ma vie. J'étudiais des sciences qui m'intéressaient vraiment beaucoup. J'étais plutôt bon. Physiquement, je m'étais mis au tai chi pour quand même garder une activité physique. Et puis ouais, ça m'a... Étant donné que je m'étais dit, ouais, je vais peut-être pas me mettre au kung-fu, mais j'ai quand même envie de faire un truc qui se rapproche plus ou moins des arts martiaux. Je fais ça en parallèle de mes études et je fatigue. Vraiment, là, je me rends compte que, de nouveau, je fatigue, notamment pendant les stages. Dans la formation d'infirmier, on fait au moins 2 stages par année pour voir tous les domaines de soins. Donc, il y a la pédiatrie, la gériatrie, la psychiatrie, la médecine interne, la chirurgie. Chacun de mes stages commence super bien. Vraiment, on a des bilans au milieu du stage, etc. J'ai ressorti mes fiches l'autre soir. Vraiment, ils sont tous là. Waouh, c'est trop bien, tu poses des bonnes questions, t'es motivé, tout se passe bien, machin. Puis les fins de stage, toujours une cata.
une cata, vraiment. Genre, tout à coup, il commence à y avoir un peu d'absentéisme, des arrêts maladie, souvent des blessures. Mon stage en EMS, je m'étais pris un fauteuil dans le genou. Ça m'avait fait ma deuxième rencontre avec les béquilles. Et puis vraiment, ce commentaire qui revenait sans cesse, c'était celui de l'auto-sabotage. Me dire, écoute, c'est pas possible que tu commences aussi bien tes stages puis que tu finisses toujours de manière catastrophique comme ça. Donc ça veut dire que là, tu fais exprès, mon pote, c'est pas possible. Donc j'ai pris ces commentaires pour moi. Je me suis dit, ok, bon, encore une fois, faut que tu avances. J'ai redoublé d'efforts pour réviser, histoire d'avoir moins de difficultés. Mais ouais, ça c'est. J'ai fini mon diplôme un peu dans la douleur. D'autant plus que je l'ai fini sur le Covid. Donc mon année de diplôme, c'est 2020. J'étais un peu vexé par tous ces commentaires de stage qui disaient que j'étais pas prêt. Du coup, mon premier emploi, ça a été où je suis en médecine interne, où là tu vois tout. Généralement, les gens qui sortent de médecine interne, on les respecte parce qu'ils voient de tout, ils savent tout faire. Et ça a aussi un rythme qui est assez soutenu. Donc j'avais envie d'aller me confronter à ça, prouver un peu à tout le monde que j'étais pas Monsieur Flemme et puis que j'étais déterminé à apprendre à bien faire les choses. Au bout de 6 mois, j'étais épuisé vraiment. Et ça m'a fait peur. Parce que je me suis dit, c'est une profession où on a beaucoup de responsabilités. Et j'avais peur de faire une bêtise, en fait. J'avais peur d'oublier un soin, j'avais peur d'oublier quelque chose ou de me tromper. Et puis, c'est vrai qu'avec le Covid aussi, il y avait pas mal de décès. Ça pesait pas mal sur le moral. J'ai perdu 5 kilos, j'en pouvais plus. Et je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. Mais j'aime toujours mon métier. Du coup, j'ai eu l'opportunité de me réorienter un peu en santé communautaire. Dans une institution pour personnes avec handicap mental. Et en fait, c'était une petite équipe, un projet pilote demandé par le canton de Vaud, où on devait accueillir des jeunes hommes, 4 à l'époque, 4 jeunes hommes qui étaient trop âgés pour avoir toutes les aides pour mineurs, mais qu'aucune institution voulait vraiment, parce que très agités, pour pas dire violents. Donc les profils, c'était des personnes avec des déficiences intellectuelles sévères et puis qui parlent pas, qui font 1m90, 110 kg. Moi, avec mon petit gabarit, 1m60, 60 kg, je me suis dit, ok, on aime la difficulté, on va y aller. Et puis là, je suis tombé amoureux. C'était des années magnifiques, en fait, parce qu'on accompagnait ces jeunes hommes, on leur apprenait à communiquer. Avec différents outils, le canton nous formait et on voyait que les comportements changeaient, quoi. Ils avaient plus à te casser le bras parce qu'ils avaient plus de jus d'orange, et là ils pouvaient te le demander via des outils qu'on mettait en place, et ça faisait trop plaisir de voir un jeune homme de 20 ans qui a dit aucun mot depuis ses 7 ans et qui là recommence à parler parce que juste il a les bons outils. Après, justement, j'ai commencé à me faire pas mal de blessures. La fatigue m'a rattrapé aussi au bout d'une année, 2 ans. Au début, j'ai commencé par baisser mon taux. Baisser à 80, ensuite à 60. Après, ça allait un peu mieux, alors j'ai remonté à 80. Mais fatigue. Blessure. Et c'est un domaine où ton absentéisme, il se ressent directement il retombe directement sur tes collègues. C'est-à-dire que la charge de travail de ton collègue, elle va tout simplement doubler si t'es pas là. Et du coup, par respect pour eux, mais aussi parce que je voyais que j'arrivais plus, j'ai décidé de démissionner. Parce qu'il fallait que je trouve quelque chose de moins physique. Notamment là, on avait un nouveau jeune qui nous avait rejoint, qui adorait courir partout et te prendre par le bras et courir partout. Ça peut être sympa. Mais quand ça te fait une tendinite, une dislocation, un truc, au bout d'un moment, tu te dis ok, faut que j'arrête ça, quoi. J'ai trop mal. Du coup, métier quand même assez physique, blessure sur blessure, arrêt sur arrêt,
bout d'un moment, je me suis dit c'est pas possible. Et, mon médecin généraliste m'a orienté chez un spécialiste qui a très vite, mais alors très vite, posé le diagnostic, étant donné qu'apparemment je suis très symptomatique, un syndrome Ehlers-Danlos. Et là, je sens ma vie s'effondrer. Je vois vraiment tout qui me file des doigts parce que, en fait, le syndrome, on le connaît. Je le connaissais déjà. J'ai un de mes grands frères qui est atteint. Donc, un de mes grands frères qui a 14 ans de plus que moi. Et lui, il était acrobate. Lui aussi, toute sa vie, on lui a dit que c'était monsieur maladroit, monsieur flemme, etc. Et du coup, il s'est trouvé une passion dans le cirque et il a tout donné là-dedans. C'était vraiment un très grand acrobate. Il faisait des tournées en Europe de l'Est, il côtoyait les meilleurs. Je l'ai vu faire des figures que je pensais même pas possibles. Et en fait, aujourd'hui, il n'arrive plus du tout à pratiquer son métier. Il est cassé de partout, il n'a plus aucun cartilage. Vraiment, sa dernière grosse blessure en date, c'était une dissection du tendon au niveau du biceps. Donc ouais, j'ai pu le voir se péjorer d'une part, et puis aussi le voir complètement incapable de mener sa vie comme il le voulait en fait. Du coup, le syndrome Ehlers-Danlos, qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie du tissu conjonctif où en fait finalement tu codes mal le collagène. Et le collagène, c'est quoi ? C'est le lion du corps, en fait. C'est la membrane des cellules, c'est les cartilages, c'est à peu près 60-80% de ton corps, en fait. Et donc ce tissu, il est un peu fragile, défaillant. C'est une maladie qui touche tous les systèmes du corps humain. Et qui les touche pas pareil d'un individu à l'autre. Je sais que mon frère, par exemple, lui, il a pas du tout de SAMA, donc syndrome d'activation mastocytaire, des allergies, pour être plus précis. Et lui, il a pas du tout ça, ni les troubles digestifs. Par contre, lui, il fait vraiment des grosses migraines, il a vraiment des problèmes au niveau des cervicales que je suis content de pas avoir. Là, je suis sur la page du CHUV qui explique assez bien. Donc, si je prends la liste des symptômes, ça me fait toujours rigoler. Douleurs chroniques durant au moins 3 mois par an. J'ai plutôt l'impression qu'il y a 3 mois par an où j'ai pas mal. Fatigue chronique. Donc là, ça explique aussi un peu le monsieur flemme de toujours, le sono stanco. Anomalie de la proprioception. En gros, tu te manges toutes les portes. Fragilité de la peau. Alors ça aussi, ça explique par exemple la déchirure que j'ai eue à l'abdos. Aussi une autre blessure que je m'étais faite en faisant le drapeau, j'ai une vergeture au niveau de l'aisselle qui est assez grosse. Donc je savais même pas qu'on pouvait avoir des vergetures là. Dysautonomie, ça veut un peu tout et rien dire. C'est tout ce qui est système nerveux autonome, donc respiration, transpiration, contrôle de ta température. Donc chez moi, ça se traduit par le fait que toutes les nuits, je me réveille trempe. Parfois, je dois me changer. Gros problème aussi pour rester réveillé, m'endormir. Et puis je fais des apnées du sommeil. Du coup, mon corps oublie que c'est bien de respirer toute la nuit. Et puis surtout l'hypermobilité articulaire, où en fait, en gros, tes articulations sont lâches et puis tu te déboîtes facilement des trucs. Moi, j'en suis à un stade là où ça m'arrive de me réveiller avec une épaule disloquée. Alors généralement, c'est pas des très bons réveils. Ce qui est bien, c'est que vu que ça sort facilement, ça rentre facilement aussi. Donc généralement, tu t'en sors avec juste un peu des douleurs, pas trop de limitations physiques. Mais en fait, au final, tu te rends compte que tu te fais mal tout le temps et puis tu fais gaffe à tout. Tu fais gaffe à tout. Là, j'ai acheté des nouvelles poêles qui sont plus légères. Des trucs en téflon, comme ça je suis sûr de bien m'intoxiquer aux polluants éternels. Mais par contre, elles sont légères et puis je me pète pas le poignet en faisant une omelette, quoi.
J'ai ce diagnostic qui tombe. Je sais que c'est une maladie génétique, orpheline, donc pas de traitement. Et que tous ces problèmes que j'ai eus jusque-là, ça va pas passer. C'est pas une psychothérapie qui va m'aider. Qui va m'aider. Si, ça va m'aider, mais ça va pas me soigner. C'est pas une opération qui va me soigner. Au contraire, même, c'est dangereux de faire des opérations dans ce cas-là. Donc ouais, je sors de ce rendez-vous, je suis effondré, je suis en larmes. Je vois déjà, comme je disais, tout mon avenir qui s'effondre. Quand t'es un jeune homme, que t'es en couple, que tu construis ta vie, t'as un peu ce schéma typique de se dire ok, alors je vais travailler à tant de pourcents pour gagner tant d'argent, mettre tant de côté, et puis si je fais bien mes comptes, etc., dans 20 ans, avec ma compagne, on pourra s'acheter un bien immobilier, etc. Vraiment, tu fais toute ta petite vie comme ça, et là tu te rends compte que tu n'y arriveras pas. Mais en fait, je le savais déjà, là c'était vraiment juste qu'on me le disait, que quelqu'un d'autre me le disait en fait. Mais j'avais déjà remarqué justement sur les derniers moments où je travaillais dans cette association où parfois je devais prendre le taxi pour y aller parce que j'arrivais pas à me préparer le matin tellement j'étais fatigué, tellement j'avais mal. Et puis c'était des 40 francs, 60 francs. Puis tu fais tes comptes dans la tête, et là ok, aujourd'hui il y a 2-3 heures où je vais travailler, où je vais pas gagner d'argent parce qu'en fait je vais rembourser mon taxi. Et tu vois tes dépenses qui en fait augmentent, puis tes capacités à avoir des revenus qui diminuent en fait, parce que tu peux moins travailler et tout. J'ai démissionné, j'ai pris 6 mois pour moi, où j'ai vraiment fait beaucoup de physiothérapie, musculature interne, périnée, tout ce que je pouvais pour vraiment créer un peu une armure de muscles pour tenir toutes ces articulations. Et je veux travailler, je veux continuer à être infirmier. Et là je m'étais mis une alerte Google et j'ai une annonce d'un poste dans une autre association que j'apprécie beaucoup, notre association à Lausanne, qui s'occupe aussi d'une population avec déficience intellectuelle et divers autres problèmes. Sauf que c'était un poste dans un service infirmier. Donc en théorie, plus de bureaux et puis moins de soins au corps à corps tous les jours. Je reçois justement une confirmation qu'ils veulent bien me prendre en entretien dans cette nouvelle entreprise. J'étais trop content, sauf que je la sentais mal, dans le sens où je venais de m'éclater la cheville. Une histoire de guêpes sur mon balcon, de nid de guêpes que j'ai voulu enlever, puis elles ont paniqué, j'ai paniqué, en fuyant, je me suis encoublé sur mon chat, je me suis foulé la cheville mais méchamment. Et du coup, vient le jour du premier jour de l'entretien, je vais faire mon entretien, tout se passe bien, etc. Je vais faire ma journée d'essai, et puis le jour de la journée d'essai, j'ai tellement mal à la cheville, genre j'arrive pas à sortir de chez moi, je suis oh non ok bon ça va le faire, on va y aller et tout. Je pars de chez moi, je loupe le bus et comme j'ai dit c'était pas loin, c'était vraiment pas loin de chez moi, mais par contre il y avait une immense montée que du coup j'ai dû faire à pied, donc vas-y je marche à la moitié, je vois des étoiles, je me dis non mais mec tu peux pas y aller comme ça, t'es en train de te flinguer, je commençais à me connaître, genre t'es en train de te flinguer pour les prochaines semaines là, c'est pas bien. Et en même temps, si tu loupes tes premiers jours, etc., c'est mal parti pour la suite, quoi. Donc j'y vais, je me fais violence, j'arrive avec 3 minutes de retard, je pipote un truc, je me suis trompé d'entrée, pardon, machin. J'ai fait le tour, fallait pas, et tout ça. Du coup, le boulot était incroyable, c'était génial. C'était vraiment ce que je voulais. On devait s'occuper d'un peu plus d'une centaine de personnes. Il y avait des dossiers très complexes, on pouvait passer des heures à juste remonter les années, puis voir des rapports médicaux qui dataient des années 60, 50, parfois même plus loin, puis c'était juste génial de devoir penser à tout, faire ce petit travail de détective pour être dans la prévention, la promotion de la santé. Par contre, c'était un bourbier, dans le sens où, en fait, je le savais pas, mais le service en question, il était sous audit depuis... ça faisait 4 ans que tout allait mal, que les gens démissionnaient, finissaient pas leur période d'essai de 3 mois, qu'il y avait un gros turnover, puis que c'était vraiment très compliqué. Donc moi, je me suis retrouvé là-dedans. Très stressant. J'avais signé pour un 80 et finalement, je me suis retrouvé à faire du 110. Du coup, la fatigue, elle est arrivée bien plus vite que prévu.
Et les douleurs aussi, je me suis vraiment fait rattraper par ça. Ça devenait vraiment très, très compliqué, surtout à la maison. Je discute avec ma chef, je joue la carte de la transparence. Je lui dis, écoutez, je suis très intéressé de travailler avec vous, mais j'ai cette maladie. Et ça implique que je risque d'avoir des arrêts maladie qui tombent de ci, de là, parce que trop de fatigue, trop de douleur, ou une blessure. Elle me dit, ok, pas de souci, on va trouver des solutions, on est à l'écoute. Et puis c'est vrai, c'est une institution pour personnes en situation de handicap. Ils ont quand même cette fibre bienveillante. Et du coup, je continue à travailler là-bas et je voulais faire une surveillance sur un monsieur qui revenait d'une opération très lourde du dos. Et les éducateurs étaient inquiets parce qu'ils le trouvaient un peu fatigué, amorphe, etc. Donc j'ai demandé à pouvoir l'accompagner sur les soins d'hygiène, la douche, pour pouvoir voir si vraiment il n'arrivait pas à tenir debout, etc., où étaient les difficultés. Il a eu un moment de faiblesse et je l'ai rattrapé et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, ouais. Ça m'a fait très mal au dos. J'avais déjà les chevilles en compote. Je m'étais pas aidé le premier jour en marchant, là je les sentais encore. Là pareil, la cheville en compote, les poignets aussi ils ont pris. C'était très intense. Je me retrouve en arrêt maladie. Je continue à travailler d'abord quelques jours, puis au final, vraiment, ça tient plus. Du coup, je me retrouve en arrêt maladie et très vite, je reçois un appel et une lettre de licenciement. Je l'ai pas mal pris, je comprends leur point de vue. Ils avaient besoin de quelqu'un qui est présent, puis moi, j'arrivais pas à fournir cette présence. Mais c'était la première fois de ma vie que je me faisais licencier. En fait, c'était la première fois de ma vie où j'allais moins vite que mes problèmes, où j'ai pas réussi à trouver une solution et puis que mes problèmes m'ont impacté sans que je puisse faire quoi que ce soit. Donc je me suis retrouvé chez moi en arrêt maladie, sans emploi, avec du coup j'ai commencé à toucher les APG, donc c'est l'assurance perte de gain en cas de maladie qui perdure, c'est l'assurance de l'employeur qui permet de continuer à toucher une partie de son salaire. Très vite, l'assurance n'a plus voulu payer en disant que j'étais apte à recommencer à travailler dans mon domaine à 100%. Suite à quoi, un de mes médecins, parce que j'ai une belle équipe autour de moi, j'ai vraiment de la chance, a rédigé un rapport pour leur expliquer que non, ils se trompaient, que c'était pas possible pour moi de travailler. Mon médecin a mis, je pense, bien 2 semaines à rédiger ce rapport. On l'a envoyé. Le lendemain, j'ai reçu une réponse. On n'a pas changé d'avis. Ça donnait l'impression qu'il l'avait même pas lu. Mais j'avais vraiment pas la force de me battre contre cette décision. J'étais vraiment dans une période où j'avais mal, où j'étais fatigué et où tout était dur. Et j'avais eu des crises comme ça, ou des moments où mes capacités dans la vie quotidienne elles étaient limitées. Donc on passe d'une douche par jour à un jour sur 2, des choses comme ça. Mais là, c'était vraiment plus que ça. J'arrivais pas à tenir 10 minutes debout sans avoir trop mal aux jambes pour faire à manger, pour faire la vaisselle. Je faisais la vaisselle, je me faisais mal aux poignets. Tout me demandait tellement d'énergie et vraiment, j'arrivais à rien et je devais vraiment faire des choix toute la journée sur qu'est-ce que je vais faire. Et là, vraiment, une profonde détresse, profonde tristesse où t'es là, tu te rends compte que tous tes projets de vie ils sont compromis. Tu sais que le diagnostic, normalement, c'est pas une maladie dégénérative, mais tu constates que plus le temps passe, plus les crises, les moments où vraiment ça va mal, sont rapprochés, sont forts et durent longtemps. Et et puis tu vois tes capacités diminuer au fur et à mesure, donc vraiment, ouais. À ce moment-là, j'ai touché le fond. J'ai vraiment touché le fond. Grosse dépression, idée noire. T'es limité dans tout et t'es là, est-ce que je continue comme ça ou est-ce qu'on arrête tout? Quand j'ai vu que mes problèmes de santé devenaient de plus en plus importants, prenaient de plus en plus de place, j'ai demandé à faire une détection précoce
à l'AI. Le concept, c'est d'aller s'annoncer à l'AI en disant genre, écoutez, j'ai ma santé qui m'inquiète et j'ai peur de ne pas pouvoir continuer à subvenir à mes besoins à cause de ma santé. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est un problème ou pas ? Et du coup, il y a toute une phase de filtre, et puis ils ont vu que j'étais dans les clous. J'ai commencé à être suivi par une conseillère professionnelle de l'AI, une personne vraiment bienveillante, qui connaît son métier, et puis qui a vraiment envie d'aider. Et je lui explique ma situation, je lui explique aussi que là je suis un peu en détresse, que j'ai plus d'argent. Enfin, je vivais sur mes réserves, mais les réserves ça fond vite. Elle me parle d'une mesure de réinsertion professionnelle, d'entraînement au travail. Le but, c'est de reconstruire une capacité de travail. À l'époque, je comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Et elle m'a parlé d'une structure d'éveil avec qui elle avait souvent travaillé et puis eu des très bons résultats. Notamment, elle m'a parlé d'une personne qui était aussi infirmière et qui avait eu un parcours difficile, compliqué, était passée par la structure et s'en sortait très bien aujourd'hui. Et cette personne était là à mon premier entretien à l'éveil. Et ça m'a fait beaucoup de bien de voir une projection positive en fait, de quelqu'un, d'un infirmier qui s'est cassé la gueule au niveau professionnel et puis qui aujourd'hui a l'air d'être épanoui. Donc on me présente l'éveil, on m'explique que la première phase c'est des ateliers, différents ateliers, il y a un peu de tout, il y a du corporel, de l'artistique, du thérapeutique. Moi j'avais besoin d'une chose, c'était de produire. J'avais besoin de sortir quelque chose de moi, autre que des pensées noires et de la douleur. Du coup, j'ai pu m'inscrire à des ateliers d'écriture, notamment, et ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir mettre sur papier en fait tous les mots que je traversais et de voir que ça touchait aussi d'autres personnes parce qu'on se fait des lectures parmi. Et au début, j'étais très mal à l'aise avec cette mesure. Quand tu travailles dans le social, dans la santé, dans la formation pour adultes, que finalement tu te retrouves dans des ateliers à être de l'autre côté de la barrière, c'est très déstabilisant. Ça fait un gros coup à l'ego. Tu commences ces ateliers et tu te rends compte que finalement tu touches des indemnités journalières, t'es payé pour faire des activités artistiques. Et moi, ça m'était très mal à l'aise. J'étais là, genre, mais qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'en suis pas là. J'avais encore ce discours dans ma tête de non, je suis pas à l'AI, je vais travailler, machin, je vais tout donner, et puis avec un peu d'effort, ça va passer. Ce qu'on m'a dit toute ma vie, et puis j'ai fini par me convaincre que ça fonctionnait comme ça. Au fur et à mesure des semaines, mes proches m'ont dit qu'ils me trouvaient transformé, que j'avais beaucoup plus de joie de vivre, que j'avais l'air moins triste, qu'ils me trouvaient beaucoup mieux en fait. Donc là, je me suis dit, ok, en fait, ces ateliers, ils ont quand même un sens. Au final, quand je regarde mon parcours, ça a toujours été un peu des va-et-vient. J'ai toujours été en train d'aller de l'avant, d'essayer de pousser mon corps, notamment parce qu'on me disait que j'étais une flemme. Et du coup, j'ai toujours voulu prouver aux autres que c'était pas le cas. Mais au fur et à mesure, j'ai à chaque fois dû faire des concessions. Au début, j'ai dû arrêter les sports extrêmes. Après, ça allait mieux. Ensuite, j'ai dû arrêter les sports tout court. Ok, bon, ça allait mieux. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai une canne. Et c'est assez stigmatisant. Parce que, voilà, je suis un jeune homme de 30 ans, je parais bien. Je prends ça comme un compliment quand on me dit que j'ai pas l'air malade. Puis voilà, tu regardes où t'en étais il y a 15 ans, tu regardes où t'en es aujourd'hui. Et des fois, ça fait peur par rapport à tes projections dans 15 ans. Donc, ouais, j'ai toujours été en conflit avec ce corps, comme prisonnier d'une machine qui a décidé de mal fonctionner. Et aujourd'hui, j'ai compris que la vie, elle avait plein de choses à offrir, que j'avais plein de choses à offrir à la vie. Et puis, que malgré ça, j'allais continuer à faire mon bonhomme de chemin avec cette machine qui donne ce qu'elle a à donner et puis que je vais entretenir comme elle a besoin d'être entretenue. Du coup, avec ce diagnostic qui est tombé de Ehlers-Danlos,
s'est posé la question d'avoir un enfant ou pas. Parce que j'ai toujours voulu être père, avoir cette vie de famille que j'ai pas pu avoir quand j'étais enfant, offrir cette vie de famille que j'ai pas pu avoir quand j'étais enfant. Et avec ma compagne, on s'était dit dès le début que c'était un projet commun sur le long terme, et on était très vite d'accord là-dessus, sur le fait d'avoir des enfants. Quand j'ai eu ce diagnostic, c'était, comme j'ai dit, ma vie, j'ai l'impression qu'elle me filait entre les doigts, que plus rien m'appartenait, etc. Et j'étais dans une période où j'étais tellement mal aussi que j'étais, mais est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est décent d'offrir, d'imposer cette qualité de vie à quelqu'un qui n'a rien demandé, d'avoir un enfant à qui je pourrais transmettre cette maladie? Du coup, j'en ai parlé à ma femme. Je lui ai dit, écoute, moi je veux toujours être père, mais je suis plus sûr de vouloir être géniteur. Elle m'a dit ok. La vie se passe, et puis au bout de 2 semaines, elle vient à côté de moi sur le canapé avec son ordinateur, et puis elle m'a dit, alors écoute, j'ai regardé si jamais pour l'adoption ça marche comme ci, ça marche comme ça. Et là ça m'a fait waouh. J'étais waouh, cette personne a tellement de respect pour toi qu'elle veut que tu élèves ses enfants, quoi qu'il arrive. Et ça m'a touché. Ensuite, toute la réflexion sur le fait d'avoir un enfant ou pas, la chose naturelle, ça a été de demander au médecin leur avis. Avec mon diplôme d'infirmier aussi, ce qui est bien, c'est que j'ai pu aller consulter des études, des méta-études, et ce qu'il en ressortait, et ce que les médecins spécialistes me disaient, c'était qu'un enfant qui naissait dans une famille où le syndrome était bien diagnostiqué, ils avaient une qualité de vie quand même qui était bien meilleure que celle de leurs parents. Vraiment bien, bien meilleure. Et en discutant avec mon frère qui est malade aussi, on s'est rendu compte qu'on avait eu des choix de vie un peu malheureux par rapport à nos articulations, que ce soit dans le choix de nos sports ou de nos passions. Et du coup, je comprends tout à fait que déjà, il y a une chance que notre bébé ne l'ait pas. Et si le bébé l'a, il sera bien accompagné. Donc, pour moi, la question principale, c'était est-ce que j'arrive à moi avoir une qualité de vie assez bonne pour me dire c'est ok. Et oui, franchement, si en arrêtant d'écouter les gens qui me disent que je suis une flemme, en allant à mon rythme et en prenant le temps de me soigner quand je me fais mal, et puis en évitant de me blesser bêtement, je vis bien. Je vis bien. Et j'aime ces moments que je passe avec mes proches, ou bien encore avec mes jeux vidéo, parce que ça m'a pas lâché. Aujourd'hui, je suis marié. Aujourd'hui, je suis marié avec une personne incroyable. On attend un enfant, on attend une petite fille, on se réjouit. Et grâce à ce parcours que j'ai pu faire avec l'éveil, avec l'AI, j'ai compris que mes objectifs de vie, ils étaient là. Que ma foi, j'avais une énergie qui était limitée. Que j'allais prioriser vraiment ce que j'ai d'énergie dans mon ménage, dans ma famille. Et puis qu'à côté, j'allais réussir à trouver des activités, peut-être plus dans l'ordre du bénévolat ou autre chose, pour continuer à aider mon prochain. C'est vraiment, là, on regarde par rapport à des cours de français pour les personnes qui viennent de l'EVAM. On fait plein de projets qui me stimulent et qui en même temps me permettent à côté de vivre une vie, une bonne vie. Vous venez d'entendre l'histoire de Fabrizio, racontée par lui-même. Ces témoignages sont accueillis et enregistrés au sein de l'Éveil et sur base de volontariat. Ce témoignage a été enregistré en juillet 2025. Production et droit, l'Éveil. Chargé de production et responsable du projet, Selim Zegani. Enregistrement, montage audio, habillage audio, mixage, mastering, diffusion, Selim Zegani. Graphisme, Neville Beau. Encadrement et supervision du projet, Oran Mackenzie et David Vial. Toutes les informations concernant l'Éveil sur www.aéveil.ch. Merci pour l'écoute et à très vite pour une autre histoire de vie
une autre voix.